Chers amis auditeurs de Radio Rumuri, bonjour. Vous êtes avec votre serviteur Célestin Sebahide et nous avons aujourd'hui un invité extraordinaire que ce n'est pas tous les jours que Radio Rumuri va dans les fins fonds des forêts du Congo pour aller vous chercher, vous dépêcher, vous trouver des informations à la source. Récemment, nous avons vu un communiqué de presse qui a été signé par un collectif des mouvements pour le changement, qui est les forces de défense du peuple, CMC-FDP, et nous avons cherché à savoir de quoi il s'agit exactement. C'est pourquoi nous avons contacté un des membres de ce mouvement que je vais inviter à se présenter aux auditeurs de Radio Rumuri. Monsieur Jules Moulumba, bonjour. Bonjour, monsieur Célestin. Oui, j'aimerais vous demander de commencer par vous présenter aux auditeurs de Radio Rumuri pour qu'ils sachent qui vous êtes et votre collectif, de quoi il s'agit exactement en très peu de mots, monsieur Moulumba. Oui, moi, c'est Jules Moulumba, comme vous venez de le dire. Je suis le secrétaire général et porte-parole du collectif de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple. Je suis à la fois membre fondateur de cette organisation. C'est un mouvement de résistance armée, bien sûr, il faut bien le spécifier, et qui est constitué par les jeunes résistants révolutionnaires et patriotes qui avons compris que notre pays est en danger. La sous-région est en danger. En danger depuis quand? En danger depuis les années 80 pour toute la sous-région, mais aussi beaucoup plus en danger depuis notre pays, spécifiquement le Congo et l'ancien Zaïre, en danger depuis les années 1996, année correspondant à la première guerre d'invasion rwandaise sur le sol congolais, sous le label de l'AFDEL. Depuis ce temps, nous avons connu autant d'atrocités, autant de crimes sans précédent. On a tué les nôtres quand nous étions encore des enfants. On a vu comment on pouvait gorger des centaines de gens, des fosses communes remplies de part et d'autre. Et de l'AFDEL, du RCD au CNDP, du CNDP au M23, l'occupant a systématiquement ravagé, systématiquement infiltré l'appareil sécuritaire de l'État, dont l'armée, la police, les services d'immigration, les services de renseignement, voire même le gouvernement. Et à chaque étape de l'occupation, à chaque étape d'invasion correspond à des remerciements de la part même des gouvernants de notre pays qui rétribuent ceux-là même qui sont responsables de plusieurs crimes à notre égard. Ils sortent vainqueurs, ils sont les mieux payés, ils sont les mieux positionnés. Et on s'est dit finalement, vu ces dangers qui pèsent sur notre pays, il ne serait pas logique à ce qu'on puisse garder silence, à ce qu'on puisse se taire, parce qu'on dit en français qui ne dit mot consent. Voilà pourquoi nous on s'est dit, avec tous les crimes-là, rester impunis, avec tous les massacres, avec les pillages à grande échelle et systématiques qui continuent sur le sol congolais, avec la spoliation à grande échelle dont la population paysanne est victime de la part de ces caciques, de tous ces mouvements d'agression, il fallait qu'on puisse se constituer, n'est-ce pas, d'une façon plus ou moins formelle pour revendiquer la dignité du peuple congolais, pour revendiquer la justice pour toutes les atrocités que nous avons subies, pour revendiquer que les Congolais se retrouvent dans la paix, dans la sécurité et exposer à la face du monde les socles, n'est-ce pas, ou le soubassement même de cette instabilité dont nous sommes victimes depuis des années, là où des millions et des millions de gens ont déjà péri, mais la communauté internationale, comme le monde entier, ne voit pas ça, ils gardent silence. Et donc, c'est en quelque sorte un ras-le-bol que nous avons voulu soumettre au niveau de la communauté internationale, au niveau du monde entier, n'est-ce pas? C'est un cri de détresse, n'est-ce pas? Un cri de chagrin que nous avons voulu manifester pour que le monde entier comprenne que ça vaut la peine qu'ils agissent pour que le Congo soit stable, pour que la paix revienne, pour que ces grands géants de l'Afrique puissent jouer le rôle qui est le sien au cœur de l'Afrique et pour que la région des Grands Lacs dans son ensemble puisse retrouver sa paix, sa stabilité d'antan. Parce que nous sommes nés quand il y avait la paix, monsieur le journaliste, nous sommes nés quand
Nous, on ne savait même pas le crépitement des balles, on ne savait pas les viols, on ne savait pas les assassinats, n'est-ce pas, les meurtres. Mais plus on a grandi, plus on a constaté que le monde devenait beaucoup plus méchant. Et il fallait donc chercher à tout prix à se défendre. Voilà, en quelque sorte, le bien fondé ou le soubassement de la création de ces collectifs. Voilà, je vous remercie d'avoir donné un aperçu, un bref aperçu de votre collectif. Mais lorsqu'on observe très bien dans la région des Grands Lacs et surtout la RDC, ex-Zaïre, surtout à l'est de la RDC, on se rend compte qu'il y a plusieurs mouvements ou plusieurs groupes armés. Récemment, on a dénombré plus d'une centaine. Est-ce que vous seriez un de ces groupes, un parmi ces groupes qui sont recensés au niveau de l'Est du Congo? Je dirais oui, parce que nous en faisons partie. Et peut-être, si vous le permettrez, je donnerai même les mobiles de la constitution de tous ces mouvements. Au fait, depuis l'AFDEL, j'aimerais savoir justement, je suis bien conscient que vous ne pourrez pas connaître la genèse de tous ces mouvements, de tous ces groupes armés, mais quand même, si vous avez nous dire grosso modo, globalement, comment sont nés autant de groupes armés, quelle est la mouvance qui a poussé à la naissance de ces différents groupes, M. Mulumba? Oui, c'est bien facile à expliquer, monsieur le journaliste, parce que, comme je vous le disais tantôt, nous avons été victimes de toutes ces atrocités. Et pendant ce temps, l'ennemi du Congolais a créé ce qu'on appelle un fossé. L'ennemi du Congolais a utilisé le principe de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, il y a des groupes armés qui sont des résistants, n'est-ce pas, qui sont des révolutionnaires qui défendent la cause nationale, mais il y en a aussi d'autres qui se sont constitués pour des fins purement tribales ou communautaristes, n'est-ce pas? Parce que pendant qu'on se faisait agresser par l'ennemi a développé le principe de diviser le peuple congolais ou à l'époque zaïrois en montant les uns contre les autres. Une bonne manière pour lui, bien sûr, de les trouver fragilisés, chacun monté contre l'autre, n'est-ce pas? Et là, il va facilement progresser. C'est notamment ce que nous avons connu en 1993, n'est-ce pas, au Nord Kivu, là où on a monté les Hutus contre les Hutus congolais, par exemple, contre les Hundés congolais, contre les Nandés et les autres. C'est-à-dire, on a monté un peuple, on a monté autant de peuples bantous de la région ou de la province contre un autre peuple bantou, dans l'objectif de les contraindre à ces derniers à rallier la cause de l'agresseur. Il se développe un scénario ici chez nous, à l'Est. Donc, il y a un mouvement pro-Rwanda qui voudrait naître, pro-Kagame, ou créé par les Rwandais qui voudraient naître. On commence par créer une stigmatisation, n'est-ce pas, ou une cacophonie au sein des communautés locales pour qu'elles s'entremangent entre elles. Et là, l'ennemi va facilement créer ou trouver un espace de recrutement pour son aventure. Et beaucoup plus, les Hutus congolais, n'est-ce pas, ou les Hutus dans leur ensemble, ont toujours été convoités par l'occupant ou l'hégémoniste de la sous-région. S'il faut bien le dire, depuis 1996 ou un peu avant, cette guerre tribale entre les Hutus congolais et les autres communautés congolaises a amené certains Hutus dessus à adhérer dans la guerre d'agression du RCD, par exemple, pour accompagner l'aventure rwandaise sur le sol congolais, n'est-ce pas? Et il y a d'autres mouvements qui ont évolué dans le même sens, c'est-à-dire l'ennemi veut frapper le Congo, mais il commence par créer une cacophonie entre le peuple congolais, et puis ce peuple congolais s'entremangent, et là, il en tire un recrutement facile. Donc, c'est la première catégorie des groupes qui existent, à connotation tribale, à connotation communautariste, mais qui sont indirectement exploités par l'agresseur, je le dirais, n'est-ce pas? Même s'ils ne se rendent pas compte, mais c'est d'abord ça. De deux, il y a de ces groupes armés qui sont purement nationalistes et révolutionnaires, qui ne tolèrent jamais l'hégémonie de M. Kagame sur le sol congolais, qui ne veulent jamais l'occupation rwandaise sur le sol congolais. Ces mouvements existent bel et bien, ils se comptent aussi en dizaines, n'est-ce pas, qui ne veulent jamais voir la dominance du Rwanda sur le sol congolais. Il y a aussi de ces groupes, n'est-ce pas, qui sont là pour des intérêts purement
lucratifs ou pécuniaires, n'est-ce pas, qui sont là juste pour se taper un peu d'argent dans les sites miniers, n'est-ce pas? Et trop souvent, ces groupes sont aussi satellitaires, permettez de le dire. Ces groupes sont aussi satellitaires au Rwanda, n'est-ce pas, qui déploient ces groupes dans les zones minières, et l'exploitation de ces mines va directement profiter à leur maître. C'est un peu ça la cartographie de ces groupes qu'on répertorie dans la sous-région. Mais la plupart d'entre ces groupes, s'il faut bien les spécifier, sont nés parce que le Rwanda a envahi le Congo et chacun essaie de développer sa manière, n'est-ce pas, de subsistance dans un monde très hostile comme le nôtre. Il faut donc chercher comment se protéger, n'est-ce pas, tout en défendant les intérêts du peuple congolais et sur le sol congolais même, n'est-ce pas? Oui. Et c'est comme ça que ça se compte en des milliers, en des centaines. Oui, ça devient de plus en plus ou moins clair, la naissance de ces différents groupes. Mais vous avez nommément cité le Rwanda, mais nous savons que, par exemple, lors de l'attaque de 1996, il y avait un genre de coalition. Nous avons même vu des reportages qui précisaient qu'il y avait des militaires rwandais, des militaires ougandais, et même des militaires burundais qui soutenaient le père Kabila, l'AFDL, quand il a attaqué le Congo pour renverser Mobutu. Mais si vous ne citez que le Rwanda et d'autres pays, vous ne les voyez plus, l'Ouganda et le Burundi, vous ne les voyez plus sur le sol congolais? En tout cas, ces autres pays, au moins leur influence néfaste sur le sol congolais a systématiquement été... S'il faut parler même de cette première guerre d'invasion du Congo par les pays voisins, là, on ne devrait pas ignorer, bien sûr, le Burundi de Pierre Buyoya, n'est-ce pas? On ne peut pas ignorer l'Ouganda de Museveni. Mais si ces derniers temps, les résistants que nous sommes ne citent pas beaucoup systématiquement ces autres pays, c'est parce que, par exemple, avec l'avènement du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi, l'influence néfaste du Burundi sur le sol congolais a sensiblement été réduite ou carrément disparu, si je peux le dire. Et beaucoup plus, l'Ouganda aussi, depuis qu'ils se sont entremangés avec le Rwanda à partir de Kisangani dans la guerre de 6 jours, l'Ouganda a sensiblement réduit son influence sur le sol congolais, à part peut-être les ADF qui sont aussi originaires de l'Ouganda, qui continuent à endeuiller le peuple congolais dans la partie orientale du Nord Kivu, n'est-ce pas? Mais l'Ouganda en soi comme gouvernement a sensiblement réduit son influence négative sur le sol congolais. Et beaucoup plus avec l'action, n'est-ce pas, avec l'action judiciaire en cours au niveau de la Cour internationale opposant le Congo et le Rwanda et l'Ouganda, je m'excuse. L'Ouganda a compris qu'il ne fallait pas aller au-delà, n'est-ce pas, parce qu'il était déjà condamné à payer 10 milliards de dollars de dommages et intérêts au peuple congolais. Et on pense que ça doit avoir aussi raisonné un tout petit peu l'Ouganda pour ne pas continuer à semer les désordres sur le sol congolais. Mais ce pays voisin, le Rwanda maintenant, lui, au-delà de réduire son influence négative, a plutôt accentué sa présence sur le sol congolais, d'autant plus qu'il a profité par infiltrer, n'est-ce pas, les services sécuritaires de la République démocratique du Congo, notamment l'armée, où actuellement, on peut dénombrer plus de 38 généraux. Je dis bien 38 généraux, tous issus du FPR-APR de Paul Kagame, n'est-ce pas, Front Patriotique Rwandais APR. Des officiers généraux qui se disent être congolais, n'est-ce pas, mais dont la carrière militaire, ils l'ont commencé au Rwanda sous le FPR. Les cas les plus emblématiques, c'est M. Bosco Ntaganda qui arrive à La Haye et qui va se déclarer être né au Rwanda, avoir grandi au Rwanda, avoir commencé sa rébellion, sa carrière militaire dans la rébellion rwandaise du FPR. Et magiquement, il est devenu général des FRDC, au sein des FRDC. Vous comprenez? Il y en a autant comme Bosco Ntaganda. Il y a autant des officiers supérieurs, colonels et majors déployés stratégiquement sur les sols congolais et beaucoup plus dans la partie orientale pour pérenniser cette occupation rwandaise et faciliter le pillage systématique des ressources naturelles de notre pays. Vous comprenez? Et trop récemment, nous avons connu le M23. Tout le monde connaît d'où est venu le M23. Les CNDP, c'était le même cas, n'est-ce pas? Là où, et récemment, le M23, vous avez la débâcle du M23 sur le sol congolais,
ils n'ont choisi que les lieux stratégiques de repli, n'est-ce pas? Au Rwanda, n'est-ce pas? Même si l'Ouganda, dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, a recueilli aussi des combattants du M23, mais le maître du jeu, c'était le Rwanda. Et actuellement, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, qui a assemblé, bon, n'en déplaise à nous les patriotes, parce que ça ne nous réjouit pas vraiment. On ne peut pas réchauffer les relations avec Kigali basées sur l'hypocrisie, basées sur l'injustice. Il fallait d'abord commencer par réparer les injustices que les Congolais avons subies avant de penser à une normalisation des relations diplomatiques entre les Congolais et le Rwanda. Mais je vous dis que actuellement, c'est le Rwanda qui s'est fait porter M23 dans tous les déplacements que le président congolais fait au Rwanda, tous les émissaires qui sont envoyés au Rwanda, même les émissaires rwandais qui sont envoyés à Kinshasa, les Rwandais essaient, n'est-ce pas, essaient d'influencer positivement le gouvernement congolais pour qu'il soit favorable au retour et à l'intégration ou à la réintégration des M23. Pourquoi? Parce que le Rwanda comprend que c'est une nouvelle façon d'infiltrer encore à nouveau le système congolais et c'est une bonne façon de plaider la cause de ces mercenaires qu'il a lui-même envoyés dans cette guerre, dans cette énième guerre d'occupation. En dehors de ça, je peux vous citer que nous n'avons cessé de décrier depuis 2019, surtout, c'est là que la situation s'est beaucoup plus accentuée, n'est-ce pas? Parce qu'autrefois, ils venaient officiellement, mais depuis 2019, ils ont développé un autre mécanisme. Après l'échec de la tentative d'impliquer l'Ouganda et le Burundi dans leur mauvaise politique d'occuper encore une fois la RDC sous le prétexte de venir combattre les groupes armés, le Rwanda a trouvé une autre stratégie de venir cette fois-ci officieusement, c'est-à-dire ayant des officiers généraux et colonels bien implantés sur l'espace Kivu, le Rwanda a trouvé la bonne politique, la bonne stratégie d'infiltrer ces éléments et les militaires rwandais entrent sur le sol congolais en tenue civile, ils arrivent sur le sol congolais. On les fait porter des tenues militaires congolaises et ils vont agir sur le sol congolais comme des militaires congolais. Pourtant, ils ne le sont pas. Là, nous avons des cas avérés. Il y a même le groupe des experts des Nations Unies sur le Congo qui ont sorti autant de rapports depuis 2019, 2020. Et le plus récent est sorti en 2020 en décembre, n'est-ce pas? Le groupe GEC sorti des rapports qui spécifient la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Ils sont allés même loin en citant les officiers supérieurs et généraux qui ont été impliqués dans cette infiltration, dans cette violation de la souveraineté congolaise, notamment le général Innocent Gahizi. Par exemple, le colonel Roussimbi Claude, qui a dernièrement été cité par plusieurs sources dans l'assassinat de l'ambassadeur italien et ses trois collègues. Ça, on va y revenir, mais j'aimerais, on est toujours à l'étape où on est en train d'expliquer la genèse de la venue des militaires rwandais, ou alors de la venue de la genèse, ou alors de l'évolution du problème congolais. Mais ça, on va arriver sur des questions très précises relatives à la sécurité au Congo, notamment récemment, le cas le plus parlant, c'est l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie. Mais j'aimerais quand même savoir, vous me parliez tout à l'heure des deux groupes, de deux sortes de groupes qu'on retrouve à l'est du Congo, à savoir les groupes armés qui sont, comme vous le dites, en quelque sorte organisés ou alors téléguidés par les pays étrangers, notamment le Rwanda, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous avez aussi souligné, il paraît aussi des groupes qui essayent de résister, ce que vous appelez des mouvements de résistance, dont notamment le vôtre. Et à part ces deux genres de groupes, il n'existe pas d'autres groupes armés en RDC. Je pense ici notamment au groupe FDLR et d'autres groupes qui sont basés à l'est de la RDC et qui menacent la sécurité des pays voisins comme le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Oui, certainement qu'il y a d'autres groupes armés étrangers qui jonchent l'est de la RDC. Et s'il faut les citer de façon plus ou moins exhaustive, pays par pays, on peut parler de la nébuleuse ADF NALU qui endeuille systématiquement Beni depuis bientôt plus de 2 décennies, mais leurs exactions se sont beaucoup plus accentuées
depuis 2014, à peine que le général Baouma Ambamba et Mamadou Ndala Mustafa, de mémoire, venaient d'être tués mystérieusement. C'est une rébellion d'obédience ougandaise, n'est-ce pas, qui est sur le sol congolais depuis la prise de pouvoir par Museveni en 1986 et qui a développé d'ambitions purement terroristes depuis un certain temps. Mais curieusement, c'est un mouvement qui n'agace jamais l'Ouganda, dont il est ressortissant. Et pourtant, nous, on penserait peut-être, si c'était vraiment un mouvement qui vise la reconquête du pouvoir ougandais, il ne pouvait pas poser des actes pareils à la population haute, c'est-à-dire la population qu'il a accueillie depuis tout ce temps. Et il pouvait plutôt s'orienter vers l'Ouganda. Bon, c'est ce qui est un peu louche là-bas, parce qu'on ne comprend pas comment ils perturbent la situation sécuritaire, ils massacrent les Congolais sans pour autant s'attaquer à leur pays d'origine. Il y a le LRA, le Road Resistance Army, d'un certain Kony, qui sévissait aussi un peu vers le nord de notre province. C'est aussi un mouvement d'obédience ougandaise, mais qui a tendance à s'éteindre depuis un certain temps. Nous avons aussi les FDLR avec leurs dissidents respectifs, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui existe à l'Est depuis 1996, mais plus précisément en 1994, quand le FPR de Kagame prend le pouvoir, contraint des millions de Hutus à se réfugier dans les pays voisins, dont la RDC. Curieusement, certains étaient venus étant armés, et ils sont là depuis un temps. Et ils ont fait une résistance, ils ont essayé de récupérer, de reconquérir leur pouvoir depuis 1996, juste à l'avènement de l'AFDEL, ce qui ne leur avait pas été facile. Surtout que Kagame avait multiplié les attaques contre eux. Bon, ils ont aussi développé, le Rwanda a développé les systèmes d'infiltration au sein de ces mouvements rwandais, des rebelles rwandais ici sur le sol congolais. Le Rwanda, avec les moyens qu'il tire sur le sol congolais, avec le pillage de nos ressources naturelles, a su financer les lobbies internationaux qui puissent plaider à sa cause et incriminer quiconque lui est opposé, même sans être armé. Nous avons vu les gens comme les Kayombo Nyamwasa et les autres. Et donc, ces stratégies n'ont pas permis à des FDLR de rentrer chez eux. Ils sévissent encore ici à l'est de notre pays. Et ils ont été je dirais, émiettés par le Rwanda. Maintenant, on a plusieurs dissidents. Il y a les FDLR Foka, par exemple, qui sont encore là, dont on a connu à leur sein les dissidents de Rudj Runana, par exemple, d'un certain Moussale qui est décédé dernièrement. Et il y a les FPP d'un certain, c'est aussi un dissident au sein des FDLR. Il a aussi été abattu. Le fondateur des FPP avait été abattu quand il était en pleine tractation avec le M23. Là, c'est en 2013. Il y a le CNRD, Conseil national pour, je ne sais pas, c'est la restauration de la démocratie au Rwanda, qui sont là. Ce sont aussi des dissidents des FDLR, je pense, c'est ça. Et avec toutes ces dissidences, le Rwanda, non seulement à certains qui les appellent, on a tendance, parce que tout ce monde-là, on a tendance à les appeler des FDLR, pourtant ils n'en sont pas un. Chaque mouvement s'identifie par une dénomination unique, n'est-ce pas? Mais on a tous tendance à les confondre aux FDLR. Et parmi eux, il y en a bien sûr qui répondent aux injonctions de Kigali, qui sont créées par le pouvoir de Kagame, dans l'objectif de continuer à pérenniser l'insécurité à l'Est, mais aussi de continuer à avoir un prétexte, un mobile qui puisse lui permettre de chaque fois revenir sur le sol congolais avec un motif bien fondé, un alibi bien connu de tous, de vouloir traquer les FDLR. Il y a aussi le mouvement d'obédience burundaise, notamment le FNL et les Raids de Tabara, qui sont aussi trop récents, notamment les Raids de Tabara sont très récents. Ils ont été juste façonnés, à peine que la tentative de coup d'État du général Nyombare contre le chef d'État burundais, le feu président Pierre Nkurunziza avait échoué, n'est-ce pas, avait capoté en 2015, tellement que c'était téléguidé depuis l'extérieur, depuis le Rwanda.
le Rwanda a su mettre en place une pression militaire constituée sous le label de Tabara, qui continue non seulement à déstabiliser le Burundi voisin, mais aussi qui ont établi leur fief sur le sol congolais, causant des atrocités graves et énormes sur la population congolaise, particulièrement la population de Kivu, et plus particulièrement au sud Kivu. C'est un peu ça, si j'ai bonne mémoire, la cartographie de tous ces groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, qui sévissent sur le sol congolais. Et s'il faut bien les spécifier, il y en a qui sont là avec une cause de libérer leur pays natal, n'est-ce pas, leur terre de leurs ancêtres. Et il y en a aussi qui sont façonnés par les Rwandais dans l'objectif de continuer à perpétuer l'insécurité ici à l'Est, au point qu'on va même jusqu'à suspecter la main noire du Rwanda dans ce qui se passe à Beni avec les ADF Nalu, là où on identifie certains éléments ex-M23 qui seraient des mèches avec les ADF, et donc créer un chaos systématique à l'Est dans l'objectif d'y tirer ces dividendes purement économiques, comme tout le monde le voit actuellement. C'est un peu ça. C'est vraiment très, très compliqué à comprendre tout ça. Même nous autres qui sommes originaires de ces régions. Mais vous, je comprends parce que, de par ce que vous dites, je vois vraiment que vous comprenez très bien la situation à l'est de la RDC. Mais vous êtes basé où exactement? C'est plutôt, vous êtes dans quelle partie de la RDC, vous? Nous, les SMC, nous sommes plus particulièrement présents dans les Rutshuru, dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Massissi et dans le territoire de Walikale. Donc, c'est précisément au Nord Kivu où nous agissons et où nous avons établi notre état-major. C'est un peu ça. Et quel est justement votre objectif? Vous voulez arriver à quoi exactement? Vu cet imbroglio, si je peux ainsi m'exprimer, vu cette cartographie que vous venez de brosser, de montrer, où il y a vraiment des dizaines, sinon presque une centaine de groupes armés. Et vous, quel est votre objectif dans la région où vous êtes basé? L'objectif, c'est quoi? Comme je venais de vous le dire tantôt, nous sommes victimes, n'est-ce pas, de la convoitise de nos richesses par les pays voisins. Nous avons payé le lourd tribut depuis bientôt 3 décennies. Nous avons perdu les nôtres, nos frères, nos mères, nos sœurs, nos parents ont été si peu tués, violés, n'est-ce pas? Ils ont été paupérisés jusqu'à maintenant. Ils sont victimes de la spoliation. Nous sommes victimes, disons, de la spoliation à grande échelle de nos terres par les éléments injectés sur notre sol par ces Rwandais voisins. Et nous avons compris finalement que nous étions en train d'évoluer dans un monde à Lyon. Nous évoluons comme des agneaux, n'est-ce pas? Et tu te fais agneau dans un club de Lyon, on va faire de toi les repas. Et comme le problème des Congolais ne se faisait jamais entendre depuis tout ce temps, malgré la présence plus ou moins permanente des Nations Unies sur le sol congolais, ça n'a rien changé jusqu'à maintenant. On s'est dit finalement qu'il fallait hausser le taux, il fallait placer la balle un peu plus loin, plus haut, pour se faire entendre. Et comme ceux-là qui nous ont toujours tués, ceux-là qui nous ont toujours violés, ceux-là qui ont toujours spolié nos terres, utilisent les armes pour y parvenir, il fallait à tout prix, malgré les maigres moyens, il fallait à tout prix qu'on cherche comment y apporter une résistance aussi farouche. Et là, quand on sera en train de se battre, ça signifie que notre voix peut-être ira très loin et on finira par se faire comprendre et par se faire entendre. Et donc, d'emblée, les objectifs, si je peux me résumer, du CMC, les objectifs du CMC sont synthétiquement présentés de cette manière. Nous prenons avant tout la cohésion entre les peuples congolais parce que l'ennemi a su utiliser l'arme de la division en opposant les uns les autres, en montant les uns contre les autres. Et nous, on a compris à notre niveau qu'on pouvait, tant soit peu, ramener le peuple congolais à comprendre qu'ils sont un, avec un ennemi commun, parce que nul parmi les familles congolaises n'a jamais perdu un seul de ses membres de famille depuis toutes ces agressions, depuis 96 jusqu'à maintenant. Vous ne saurez trouver une seule famille congolaise qui n'a pas perdu un de leurs. Ça signifie que nous avons un seul ennemi commun.
Ça ne sert à rien de s'entre-manger. Les Nande contre les Hunde contre les Hutus contre les Nyanga contre les Tembo, ainsi de suite. Il faut qu'on aille au-delà, qu'on comprenne qu'il y a moyen de vivre la cohésion, n'est-ce pas? Cimenter cette cohésion pour qu'ensemble on puisse résister et faire face à l'ennemi commun. Ça, c'est un. De deux. Nous voulons faire attendre les cris de détresse des peuples congolais qui n'ont jamais été écoutés par les décideurs de ce monde, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse trouver au moins la justice, n'est-ce pas? Pour que les injustices que nous avons connues depuis tout ce temps puissent être réparées, n'est-ce pas? Et là, nous voyons par exemple l'établissement d'une justice internationale, du type par exemple des PIR pour les Rwandais. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous parlez de faire entendre votre voix au niveau international, mais nous savons qu'il y a plus de 17 000 militaires dans la MONUSCO qui sont là, donc qui sont là pour essayer d'assister et de vous apporter la stabilité et la sécurité. Il y a d'une part, de l'autre part, ça je vais en parler tout à l'heure. Je vais vous poser une question à ce sujet tout à l'heure. Il y a le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, qui est en train de lutter, d'essayer de mobiliser la communauté internationale pour que ceux qui ont commis les différents crimes que vous avez décrits, et notamment les viols, les tueries, les pillages, tous ces crimes, les crimes de guerre, il y a même certains crimes qui peuvent être, s'il y avait un tribunal, si on se base à ce que dit le mapping report, et qu'il y a certains crimes qui pourraient être caractérisés de génocide. Mais le docteur Mukwege est en train de lutter pour que justement il y ait une justice internationale, même pour qu'il y ait une création d'un tribunal spécial, donc pénal pour le Congo. Mais vous, comme vous êtes sur le terrain, vous vivez ça dans votre vie de tous les jours. Il y a deux petites questions. D'une part, quel est le rôle de la MONUSCO pour vous? Est-ce que la MONUSCO est là pour vous protéger et il y arrive? De deux, comment vous voyez la demande du docteur Mukwege qui essaye justement de faire en sorte qu'il y ait une justice réparatrice? Si vous avez répondre à ces deux questions, j'en ai encore d'autres questions après. Oui, comme je vous le disais tantôt, l'établissement d'une justice pour les Congolais, c'est parmi nos objectifs. Et nous sommes là sans ignorer que la MONUSCO est là. Mais je voudrais vous dire que l'appréhension, donc la manière selon laquelle on appréhende la problématique de l'insécurité à l'Est n'est pas du tout juste. Et voilà pourquoi on n'a toujours pas apporté des solutions adéquates, n'est-ce pas? On attaque la problématique, les conséquences carrément, sans pour autant maîtriser ou faire les bons diagnostics, ou carrément on feint ne pas connaître la vraie problématique, pourtant elle est bien connue. C'est-à-dire quoi? Ce format de la MONUSCO ne peut pas apporter la solution au problème de la RDC. Pourquoi? Parce qu'on se focalise beaucoup plus aux effets qu'on cause. Notamment si on veut bien appréhender le problème de la RDC, il faut aller au-delà de ses frontières. Il faut partir de la genèse de la problématique. Parce que moi, je vous dis que je suis né quand il y avait la paix chez nous. Je suis né quand nos parents, ma mère pouvait aller au champ et rentrer à 19h avec mes soeurs sans se faire violer. Mon père tenait une boutique, un magasin au village, n'est-ce pas, à quelques mètres du parc national de Virunga, d'ailleurs. À quelques mètres alors, je pouvais jeter une pierre et la pierre va tomber en pleine forêt. Mais mon père pouvait tenir un magasin là-bas sans se faire piller, sans se faire voler, sans se faire braquer. On n'avait même pas besoin de la police ni de l'armée pour se sentir en sécurité, n'est-ce pas? Quand on était des petits enfants là, on sollicitait au garde-parc, n'est-ce pas? On leur disait tirez-nous, tirez sur nous, parce qu'on ne savait pas ce que c'est une balle, comment ça retentissait même, comprenez? Ça, c'est une ancienne époque à laquelle moi je suis nostalgique. Mais la sécurité à l'Est a été perturbée. C'est à partir des années 96, particulièrement au Congo, et dans la sous-région, c'est à partir des années 80. Quelles sont les causes, n'est-ce pas? Les causes, c'est cet esprit hégémonique nourri par les voisins, dont le Rwanda, n'est-ce pas? À l'époque, et le Burundi, de Pierre Buyoya à l'époque, bien sûr, même si ça a évolué positivement au Burundi. C'est l'Ouganda à l'époque, n'est-ce pas? À peine quand Museveni était encore en pleine coalition avec Kagame. C'est ce qui a perturbé la sécurité. Mais
Cette perturbation a jeté sur le sol congolais des groupes armés étrangers, n'est-ce pas, qui se sont opposés à la prise du pouvoir par un camp, n'est-ce pas, qui s'est déclaré vainqueur au détriment des nôtres. Et ces groupes persistent encore chez nous, ce qui a conçu un mobile de déstabilisation. Qu'est-ce qu'on aurait proposé comme solution aux Nations Unies pour qu'on y aille une fois pour toutes? Il fallait par exemple imposer un dialogue sous-régional ou régional où chaque pays voisin qui a des éléments déstabilisateurs sur le sol congolais pouvait prendre un dialogue avec ses belligérants. Là, je vois l'Ouganda prendre un dialogue avec les ADF Nalu qui nous endaient tous les jours avec des massacres indescriptibles. Je vois l'Ouganda prendre langue avec les LRA, je venais de vous citer, de Joseph Kony. Je vois le Rwanda prendre langue avec les FDLR, n'est-ce pas? Avec les CNRD, avec le FPP, n'est-ce pas? Avec les Houdi, Runan, avec les RNC de Kayumba Nyamwasa, n'est-ce pas? Et là, ça va vider une fois pour toutes la problématique de la déstabilisation des pays voisins et aussi la problématique de la déstabilisation du Congo. Je vois le Burundi prendre langue avec Seré de Tabara que Kagame a créé dernièrement ici pour déstabiliser encore l'Est. Je vois le Burundi prendre langue avec le FNL. Et là, les motifs que le Burundi pouvait avancer pour agresser notre pays seront déjà éliminés. Et le Rwanda même. Et cette question de dire nous, on ne veut pas négocier avec des FDLR, d'accord. Nous reconnaissons qu'il y a eu des massacres mutuels au Rwanda, n'est-ce pas? Nous, les Congolais, nous n'avons jamais été d'accord avec cette hypothèse de génocide d'un peuple par un autre, parce qu'il y a eu des massacres mutuels au Rwanda, n'est-ce pas? Même aux Nations Unies, on émet encore des doutes de dire qu'il s'agit d'un génocide des Tutsis, parce que les Hutus sont morts, et les Tutsis sont morts, et les Tutsis sont morts. On pouvait bien appeler ça massacre rwandais ou je ne sais pas quel autre terme. Mais si le Rwanda avance comme motif qu'il ne voudrait pas négocier avec... Permettez-moi quand même d'éclaircir un tout petit peu, parce que moi, je suis d'origine rwandaise, et de préciser effectivement que les Nations Unies quand même ont bien précisé qu'au Rwanda, il y a eu un génocide contre les Tutsis, ça c'est un fait. Il y a même eu un tribunal créé, un tribunal spécial interpayé, ce qu'on appelle le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a jugé les commanditaires ou les organisateurs et même certains qui ont commis ce génocide. Par contre, nous, de notre côté, nous disons aussi qu'il y a d'autres massacres qui peuvent aussi être caractérisés par le nom de génocide contre les Hutus. Ça, c'est un fait actuel. Mais il n'y a aucun doute à propos du génocide contre les Tutsis. Ça, c'est clair au niveau du Rwanda. Ça c'est très clair. Mais vous avez, d'un autre côté, vous avez raison, parce qu'il y a aussi d'autres massacres qui ont eu lieu, mais qui jusqu'à présent ne sont pas tenus en considération. Mais de là à dire qu'au Rwanda, il n'y a eu que des massacres ou des introduits, non. Il y a eu carrément un génocide contre les Tutsis, mais de l'autre côté, il y a aussi des massacres qui ont eu lieu, qui d'ailleurs, pour le moment, il y a certaines organisations qui sont en train de lutter pour essayer d'expliquer ça sur base de la loi pour prouver que ces massacres qui ont été commis à l'encontre des Hutus, notamment ceux qui ont eu lieu justement en RDC à partir de 1996, ils peuvent aussi être caractérisés comme génocide contre les Hutus. Mais pour le moment, tant que maintenant, il y a eu un génocide au Rwanda et d'autres massacres contre les Hutus. Je vous avais coupé la parole pour essayer d'éclaircir, parce que moi, je suis d'origine rwandaise, mais mais je vais vous laisser continuer votre développement. Merci de m'avoir complété, mais nous, on se dit s'il y a eu des massacres contre les Hutus, contre les Tois, contre les Tutsis, pourquoi cette singularisation, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé au Rwanda? Bon, voilà, si on finira par dire qu'il y a eu des génocides contre les Tois et qu'il y a eu des génocides contre aussi les Hutus, finalement, il y aura une cacophonie. Tant mieux qu'on appelle ça génocide rwandais, par exemple, comme j'ai vu dernièrement aux Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis dire que c'était aberrant qu'on appelle ça génocide Tutsi, il fallait qu'on appelle ça génocide rwandais. Et c'était ça même la genèse de l'appellation en soi. Là, on peut passer parce que moi, je suis congolais, mais je suis un peu connaisseur de la situation sous-régionale. Voilà. Oui, continuez votre développement, effectivement, oui. Ce que je disais, c'est donc, s'il y a eu ces massacres au Rwanda ou ces génocides qu'on peut appeler comme tel, contre 800 000, selon les Nations Unies, contre 1 million, selon le pouvoir des IFPR, nous, au Congo, on en a connu des millions et des millions. Le rapport Mapping, sorti en 2010, porté sur les années 93 à 2003, massacre systématique des Congolais. Pendant qu'au Rwanda, à côté, c'est 800 000 à 1 million.
Et si au Congo, les pouvoirs congolais, les régimes congolais qui se sont succédés, ont eu à négocier avec les RCD, par exemple, avec les CNDP, avec les M23, qui étaient dernièrement déchus ou défaits, jusqu'à prendre la poudre d'escampette vers le pays qui les avait envoyés. Si tous ces rebelles-là, qui nous ont endeuillés depuis tout ce temps, ont fini par être négociés, par être même introduits dans l'appareil sécuritaire de l'État, dont l'armée, la police, le gouvernement, au Congo, avec autant de millions, maintenant on en compte une dizaine de millions de morts. Pourquoi au Rwanda, on peut avancer en Libye des massacres ou des génocides de 800 000 ou de 1 million pour continuer à perpétuer les massacres de dizaines de millions sur le sol congolais? Ça, c'est un problème. Donc, les Nations Unies pouvaient comprendre que, au-delà de reconnaître les génocides de Tutsis au Rwanda, n'est-ce pas? Et avec l'évolution, comme vous le dites, on reconnaîtra aussi les génocides de Hutus, de Tutsis, je comprends. On devrait aussi reconnaître qu'il y a un génocide des Congolais. Et par conséquent, demander à Kigali de négocier avec ces belligérants sans avancer les prétextes de génocide. Parce qu'au-delà des génocides commis chez lui, chez nous, on en a connu autant, mais on a fini toujours par négocier les belligérants que lui-même nous a envoyés. Donc là, c'est un peu clair pour montrer que la solution devrait passer par les dialogues sous-régionaux, sous les auspices des Nations Unies et de l'Union africaine. Et là, on aurait une paix durable, n'est-ce pas, dans chaque pays. Et aucun dirigeant ne pouvait se sentir menacé par la présence de XY rebelles dans XY zone. Et ce serait une fois pour toutes une bonne manière d'élever l'équivoque et de ne pas créer la cacophonie. Ça, c'est un 2-2. Par rapport à la mise en place de la justice internationale pour le Congo, c'est ce que nous avons toujours demandé, n'est-ce pas? Mais on ne se fait pas attendre. Ce sont les experts des Nations Unies, ce ne sont pas des experts congolais qui ont assorti le rapport mapping en 2010. Mais ce rapport est resté lettre morte. Et ce rapport a été complété par d'autres rapports les plus récents, n'est-ce pas, qui montrent clairement l'implication du Rwanda, n'est-ce pas, dans la déstabilisation de l'Est. Le plus récent que j'ai lu des experts des Nations Unies, c'est ici en décembre 2020. Qui détaille comment le Rwanda fait des incursions sur le sol congolais. Mais comment est-ce qu'on ne veut pas comprendre qu'on peut nous donner cette justice? Comment est-ce qu'on ne veut pas comprendre qu'on peut mettre en place le tribunal pénal international pour le Congo qui va juger tous ces crimes, toutes ces atrocités connues depuis que nous avons connues depuis tout ce temps? C'est là qu'il y a anguille sous roche. C'est là qu'il y a injustice et c'est ce qui nous pousse à réclamer plus haut cette justice. Docteur Mukwege, nous faisons son combat les nôtres. Nous l'accompagnons, nous le soutenons à 100%. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier sans passer par la vérité. On ne peut pas relancer ou réchauffer les relations diplomatiques entre les pays de la sous-région sans que tous ces préjudices ne soient jugés. Nous avons vu l'Ouganda être condamné à 10 milliards de dollars pour les préjudices causés uniquement dans la ville de Kisangani quand il s'était battu avec le Rwanda sous la RCD, n'est-ce pas? Mais pourquoi le Rwanda n'a jamais été condamné, n'est-ce pas? Et pourquoi seulement juger l'Ouganda par rapport à la situation de Kisangani sans pour autant associer les autres provinces qui ont été endeuillées, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas condamner au même titre le Rwanda pour ce qu'il a commis sur le sol congolais? Donc comprenez que la communauté internationale a tendance à avoir deux facettes, n'est-ce pas? Une facette qui couvre les injustices et une facette qui fait semblant de vouloir apporter un soutien au peuple congolais. Donc, c'était ça, le deuxième objectif de notre élite. Je peux augmenter, permettez. Le troisième objectif de notre élite, c'est de hausser le ton pour que les Congolais partout se retrouvent, comprennent que nous avons besoin d'un système, d'un régime de patriotes, un régime qui comprend la problématique de l'Est, la problématique des Congolais. Un régime qui fasse une diplomatie agissante au niveau de la communauté internationale pour que ces pays forts du monde nous foutent la paix, pour qu'ils nous permettent à ce qu'on puisse profiter de la richesse naturelle de notre pays. Que tous ces torts-là, que ces diamants, que ces manganèses, que l'eau, que la forêt, dont Dieu nous a dotés, puissent profiter véritablement au peuple congolais. Cela passe par la mise en place d'un système politique qui se soutient beaucoup plus du peuple congolais, non pas théoriquement comme nous l'avons vécu avec tous les régimes qui se sont succédés, mais un régime animé par des patriotes technocrates qui valorisent
effectivement ces richesses. C'est ça aussi l'autre objectif. Un autre objectif pour finir, Mais peut-être, avant de terminer avec cet objectif-là dont vous venez de parler, récemment, il y a, après le 1 an du régime du président Félix Tshisekedi, il a dit clairement qu'il plaçait vraiment au centre de ses priorités la résolution des problèmes qui sévissent à l'est du Congo, notamment au Bukavu, au deux Kivu, au nord du Kivu du Sud et du Kivu du Nord. Lui, il a précisé vraiment que c'était parmi ses priorités absolues la sécurité et la stabilisation de cette région du Congo. Et de un, et de deux, il était en train d'essayer de mettre en place, je peux ainsi dire, des réformes qui vont lui permettre justement d'avoir de coudées plus franches qui peuvent lui permettre d'avoir une plus large marge de manœuvre pour qu'il puisse justement résoudre définitivement les problèmes du Kivu. Comment vous voyez la façon dont le président actuel de la RDC, M. Félix Tshisekedi, est en train de résoudre ce problème de la sécurité à l'est de la RDC? Nous voulons beaucoup plus suivre les IOV, les indicateurs objectivement vérifiables, n'est-ce pas? C'est bien, nous avons suivi son discours plein de bonnes intentions, mais nous voulons que ça se concrétise, que ça soit palpé du doigt par le peuple congolais, n'est-ce pas? Et donc, si du moins ce qu'il promettait s'est réalisé par rapport à la mise du peuple au centre de ses intérêts, de sa politique, là on n'hésitera pas à l'accompagner. C'est tout ça ce que nous disons. Mais par rapport à la façon d'appréhender la situation sécuritaire de l'Est, il y a encore à faire. Il y a encore à faire pourquoi? Ce n'est pas en faisant les yeux doux à Kigali ou à Kagame que la sécurité va se rétablir promptement. Nous avons vu des pays voisins qui ont fait des yeux doux, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour réchauffer leurs liens avec le Kagame, mais qui n'ont jamais eu ce qu'ils prétendaient. C'est notamment les pays comme l'Ouganda. C'est l'Ouganda de Museveni qui a créé le FPR, qui a accompagné le Rwanda et le Kagame plutôt pour la prise du pouvoir de Habyarimana. Mais avoir la relation tumultueuse qui est maintenant entre le Kagame et Museveni, ça signifie que Kagame a toujours été un grand, hypocrite, n'est-ce pas? On sait au départ quelle est la relation qui existait entre Nkurunziza et Kagame, n'est-ce pas? Ça a fini par se refroidir, n'est-ce pas? Ce n'est pas au Congo où il a commis autant de massacres qui va reconnaître, qui va vouloir à ce que la paix se rétablisse, qui va vouloir à ce que la justice soit faite, parce qu'il sera parmi les premiers incriminés. Et donc, nous pensons que comme Tshisekedi a su se défaire de Kabila qui était plus ou moins encombrant vis-à-vis de lui, qui n'a pas su faire progresser ce pays pendant plus de 18 ans, ce qui nous a nous-mêmes motivés à prendre par exemple les armes, n'est-ce pas? C'est mieux qu'il évolue aussi sur la scène régionale pour arriver par exemple à imposer une collaboration sincère et sans hypocrisie avec les voisins, n'est-ce pas, à faire voir au Rwanda les chaos qui nous a causé, les torts qui nous a causé pour que réparation s'en suive. Et là, on saura peut-être espérer que la paix sera rétablie. Mais y aller hypocritement, hein, n'est-ce pas, faire la politique de l'Autriche, n'est-ce pas, hein? Là, on cache la tête et on laisse tout le reste du corps dehors devant la menace. Là, ça ne saura pas faire progresser notre pays. Donc, il faut savoir prendre les taureaux par les cornes, dire au Rwanda ses responsabilités dans la déstabilisation de l'Est, dire au Rwanda quels sont les préjudices causés et la réparation qui en s'ensuit. Et là, on saura dire que, en tout cas, il est sur la bonne voie. Mais vous ne me direz pas que vous placez le peuple au centre de vos intérêts, qu'il y a encore des fausses communes, n'est-ce pas? Qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu le temps de pleurer les leurs en termes de millions, n'est-ce pas? Quand vous faites les chats et carrément vous découvrez les os, les ossements de vos parents qui ont été tués par tout ce que nous avons connu sur le sol congolais, vous ne saurez pas dire que vous avez placé le peuple au centre de vos intérêts quand toutes les mines sont exploitées par les pays voisins qui sont devenus des premiers producteurs de l'or, du coltan, des cassitérites, des manganèses, alors qu'ils n'en ont pas dans leur sous-sol. Et quelle est la place du peuple? Quel est l'intérêt du peuple dedans? Vous ne saurez pas dire que vous avez placé le peuple au centre de vos intérêts
quand il y a les ADF finales aussi à côté qui continuent à tuer des dizaines de populations par jour, alors qu'ils ont leur pays d'origine, qui pouvaient bien les reprendre si le sol congolais les ramenait chez eux, et là, la paix sera rétablie et le peuple va vaquer librement à ses activités. Donc, il y a encore à faire. Nous saluons cette bonne volonté du chef de l'État, mais nous lui demandons d'aller loin et de beaucoup plus fouiner dans le passé, parce que comme on a toujours dit, le passé prépare le présent, n'est-ce pas? C'est le passé qui fait le présent et c'est le présent qui projette le futur. On ne peut pas ignorer le passé et prétendre avoir un futur bien fait parce qu'on va toujours se tromper et raconter les mêmes erreurs qui étaient commises dans le passé. C'est un peu ça notre point de vue par rapport à ça. Oui, vous alliez ajouter encore un autre objectif, un quatrième objectif. Là, je vous ai coupé la parole. Parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser. Tant que je vous ai au bout du fil, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Il y a un autre objectif que vous alliez dire tout à l'heure? Oui, j'étais au troisième objectif, n'est-ce pas? Le quatrième, c'est lequel? Le quatrième, c'est l'assainissement. Nous luttons pour qu'on puisse assainir les services de sécurité congolais. Parce que ce sont des services qui ont à leur sein des infiltrés de tous bords, des infiltrés qui, au-delà de travailler pour les intérêts du peuple congolais, ils travaillent pour les intérêts des pays qui les ont mandatés. Ils agissent comme des mercenaires, c'est notamment dans l'armée, dans la police, dans les services de migration, dans les services de renseignement. Imaginez-vous, Monsieur Célestin, quelqu'un qui se dit être congolais, qui travaille dans les services de migration congolais, avec tous les secrets que détient les services de migration. Nous avons connu ça, nous connaissons ici à l'Est. Il travaille dans le bureau congolais et il passe la nuit au Rwanda, à Gisenyi, par exemple, ou il passe la nuit à Tchangougou. Hein? Imaginez-vous, tous les secrets d'État qu'il détient dans ces machines, ordinateurs, ou même dans sa tête, passent la nuit ou vont loger chez les voisins. Un voisin qui ne nous est pas aussi très favorable, par exemple. Imaginez-vous, un général au sein de l'armée congolaise, le cas d'un Taganda plus criant, Bosco Taganda, qui a fini par se rendre à La Haye et arrivé sur le plan, on lui demande, tu es né où? Je suis né au Rwanda, à Kinigi. Et tu as grandi où? J'ai grandi au Rwanda. Tu as commencé ta carrière militaire où? J'ai commencé ma carrière militaire dans la rébellion d'IFPR, n'est-ce pas? Et comment tu es retrouvé au Congo? Je suis venu sous l'AFDEL. Comprenez-vous ça? Hein? Tu vas comparaître dans quelle langue? Je vous dis bien que quoi qu'on soit paysan ici, on ne peut pas manquer au Congo à maîtriser l'une des 4 langues nationales. Si on ne connaît pas Lingala, on connaît Swahili. Si on ne connaît pas Swahili, on connaît Lingala. Si on ne connaît pas Lingala, on connaît Kikongo. Si on ne connaît pas Kikongo, on connaît Chiluba. Et à beaucoup plus forte raison, si vous avez servi sous le drapeau national comme militaire, l'armée militaire chez nous, c'est le Lingala. Tu ne peux pas faire 1 année, 2 ans, sans que tu ne connaisses le Lingala, n'est-ce pas? Quelqu'un qui arrive à La Haye, général de son état, de l'armée congolaise, il ne sait pas s'exprimer ni en Swahili, ni en Lingala. Et il dit qu'il est né là où tu venais de dire, au Rwanda, il a grandi là et il a fait sa carrière militaire au sein du FPR-APR. Il est devenu congolais quand? Je ne sais pas. Il y en a autant de cas pareils, n'est-ce pas, au sein de l'armée congolaise, monsieur Célestin, au sein de la police nationale congolaise, au sein des services de migration. Les cas le plus récent, par exemple, on a connu autant de défections depuis 2020 à maintenant. On est en train de dénombrer plus de 4 colonels, n'est-ce pas, tous 3, qui se disaient être de l'armée congolaise, qui sont dotés de moyens conséquents, de hautes fonctions. Un commandant régiment chez nous, il contrôle pas moins de 1200 militaires, par exemple, avec un espace d'au-delà d'un territoire, n'est-ce pas? Mais il est commandant régiment et d'emblée, il déserte, il fait défection pour se rendre encore au maquis, n'est-ce pas? Pour quelles raisons, pour quels motifs? Comprenez donc, de tels cas existent chez nous dans les services de sécurité. Voilà pourquoi on s'est dit, tant qu'il y a des gens pareils au sein de l'armée, au sein de la police, il n'y aura pas la paix. Au sein du service de renseignement, au sein des DGM, il n'y aura pas la paix. Ou on est congolais, ou on ne l'est pas. Si on est congolais, on s'attache aux valeurs congolaises, on défend la souveraineté nationale congolaise et on coupe les cordons ombilicaux avec les forces obscures étrangères qui nous ont toujours déstabilisés. C'est ça. Et peut-être la dernière, le 5e objectif du CMC, c'est
de vouloir à ce qu'il y ait la réforme agraire, surtout ici à l'Est, monsieur Célestin. Chez nous à l'Est, la population est clochardisée, la population est paupérisée. Là où on se réveille un matin, un officier d'armée, général de son État, un député, par exemple, 200 ménages, 500 ménages, dans un espace de plus de 500 hectares, par exemple, pour en faire un pâturage. Et là, ces enfants qui sont nés là, et dont leur grand-père avait, par exemple, je dirais, préparé les terres, avait abattu de grands arbres, hein, n'est-ce pas, défriché de grosses brousses pour faire des champs pour ses fils, et ils sont jetés dans la rue. Et un espace de 500 hectares qui pouvait nourrir 300 ménages est occupé par un seul individu, n'est-ce pas, et quiconque hausse les tons, il se fait abattre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit qu'il fallait qu'il y ait une réforme agraire. Monsieur Moulumba, il y a un truc qui nous a échappé tout petit peu. Vous avez dit qu'il y a un général ou un député qui s'est coupé là. Et puis, vous êtes revenu en expliquant qu'ils prennent les terres des gens qui les ont défrichées. Vous voulez dire qu'il y a des députés ou des généraux ou des gens haut placés qui viennent prendre les terres des paysans à l'est du Congo? Oui, oui, il y a des gens qui sont forts et la plupart, ils sont issus de toutes ces rébellions pro-Rwanda que j'ai cité, j'ai cité si haut, Oui. n'est-ce pas? Et ils viennent en fonction de la force militaire qu'ils ont. Il est général, il est colonel, il est député ou ministre, mais de l'obédience RCD, CNDP ou AFDEL, je ne sais pas. Et il vient, il s'accapare d'autant d'hectares de terre, d'autant de ménages. 500 hectares qui pouvaient nourrir, par exemple, 500 ménages sont d'emblée accaparés par un haut gradé et on jette dans la rue autant de milliers ou autant de centaines de ménages. Voilà pourquoi nous, ici, au CMC, nous proposons qu'il y ait une réforme agraire. Cette réforme qui va non seulement réparer les injustices que ces hommes forts ont imposées à ces paisibles citoyens, mais aussi qui va permettre à ce que l'avenir de nos enfants puisse être rassuré. Parce que nous sommes des peuples cultivateurs, on ne saura pas vivre on ne saura pas vivre du lait simplement, on ne saura pas vivre éternellement de la viande que nous trouvons aussi difficilement parce qu'elle est chère. Il faut qu'on nous laisse cultiver nos champs, que nos parents vaquent librement leurs activités et que cette spoliation cesse. Et notre cas à dénoncer, c'est par exemple toutes les anciennes plantations belges ici à l'Est ont été expropriées par les caciques du RCD, du CNDP, ainsi de suite. Il y a même une partie du parc national de Virunga qui a été spoliée par les mêmes caciques, n'est-ce pas? Ils défrichent le parc national, ils s'accaparent d'autant d'hectares et ils en font des fermes, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une injustice sociale parce que ces plantations de Belges devraient être redistribuées, n'est-ce pas, à la population riveraine, n'est-ce pas, à la population locale, ou carrément cette population pouvait exécuter des travaux champêtres et en tirer un peu de dividendes. Mais vous trouvez des gens qui ont profité de la position qu'ils avaient et ils vont spécifiquement, s'accaparer des espaces aussi imposants aux grandes dames de peuples qui sont et restent encore des martyrs, je dirais, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est une injustice que nous observons vraiment de façon plus ou moins générale. Je vous remercie, M. Moulumba, mais j'ai encore deux petites questions à vous poser parce que quand on parle de la situation à l'Est de la RDC, on ne pourrait pas terminer à une seule émission. J'espère d'ailleurs que nous aurons l'occasion de faire encore d'autres émissions sur des thèmes beaucoup plus précis parce qu'ici, dans cette première émission, j'ai voulu essayer de brosser le tableau global de la situation en République démocratique du Congo, surtout dans sa région de l'Est, dans les deux Kivu. Mais j'espère que quand la connexion nous le permettra, on va y revenir pour essayer de parler des points spécifiques. Parce que j'ai vu que vous sortez régulièrement des communiqués qui parlent des problèmes bien précis. Vous qui êtes sur le terrain, vraiment, nous avons besoin de vous pour nous donner des informations qui viennent directement du terrain. Et j'aimerais avoir deux petites questions. Une, en rapport avec la sécurité, justement. Récemment, nous avons appris avec douleur
l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie. Là-bas, justement, je pense que c'est vers la région où vous vous trouvez pour le moment. C'était dans le Kivu du Nord. Et est-ce que vous avez suivi comme nous cet assassinat, M. Mulumba, ou est-ce que vous avez des informations, ou est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous en connaissez, M. Mulumba, de cet acte qui est vraiment ignoble? Oui, c'est avec consternation et beaucoup de douleur que nous avons appris cette mauvaise nouvelle qui vient s'ajouter à autant que nous avons toujours encaissé dans nos cœurs. N'est-ce pas? C'est vraiment un événement malheureux et douloureux que nous avons connu encore pour la énième fois ici à l'Est. Et ça s'est passé dans des circonstances beaucoup obscures, dans le sens que le Rwanda a toujours créé des scénarios. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous nous inscrivons cet incident diplomatique. Le Rwanda a toujours créé des scénarios qui puissent lui être favorables et engouffrer les pays voisins. Et surtout, cet événement s'est passé pendant que le Rwanda nourrissait encore le goût de revenir sur le sol congolais avec la collaboration, la coopération entre le régime de Kigali et le régime de Tshisekedi. C'est comme si le Rwanda sollicitait à tout prix de revenir sur le sol congolais. Et dans une réunion récente qui s'était passée à Kigali, là où il y a eu certains émissaires congolais avec une commission, une délégation conduite par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, qui est allé à Kigali après que la délégation rwandaise conduite par le ministre des Affaires étrangères et dans laquelle il y avait l'ambassadeur rwandais au Congo et le plus controversé ambassadeur, hein, Karega Vincent, avec un secrétaire d'État au renseignement, secrétaire général au renseignement en général. Il y a eu donc des délégations qui se sont faites entre Kigali et Kinshasa. Dans la dernière, il y avait même eu un discours qui n'est pas du tout diplomatique ni profitable au peuple congolais. Là où on a promis de fier, ça c'est venu de la bouche de François Beya, le conseiller spécial en matière de sécurité, chef de l'État, qui a promis de défier le monde entier, surtout les Occidentaux, qui ne voulaient pas que le Rwanda et le Congo travaillent ensemble. Mais on ne sait pas si les Occidentaux pouvaient bien comprendre la problématique de l'Est que les Congolais eux-mêmes. Et ensuite, une semaine après, l'incident là malheureux s'est produit, et surtout, ça s'est produit à moins de 3 kilomètres de la frontière rwandaise et à une position non loin de la position tenue par les FRDC, qui ces derniers temps ont toujours été infiltrés par les militaires rwandais. Depuis 2019, ça s'est beaucoup plus accentué, la présence officieuse de troupes rwandaises sur le sol congolais. Et donc, c'est un acte vraiment très, très ignoble que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Et c'est un acte interpellateur vis-à-vis de la communauté internationale et du monde entier, qu'ils comprennent que nous souffrons sérieusement chez nous. Il se passe chez nous des scénarios injustifiés, des indescriptibles même. Et donc, c'est un réel bol. Nous comprenons que peut-être la communauté internationale va se réveiller et comprendre la situation et prendre le taureau par les cornes, parce que c'est une situation qui a trop duré. Et donc, nous invitons d'ailleurs cette même communauté internationale, et plus particulièrement l'Italie, à ne pas se fier aux déclarations qui se font localement ici avec le gouvernement provincial, national ou même les voisins. Non, qui est diligence d'une enquête, d'une commission d'enquête neutre. Heureusement, nous l'avons appris que la délégation italienne est déjà sur place, qui va vraiment tirer au clair cette affaire pour que les responsables soient mis devant le fait accompli. Que les auteurs de ces crimes, qui qu'ils soient, qu'ils soient rebelles, étrangers ou nationaux, qu'ils soient un pays voisin ou que si la responsabilité s'établissait sur les militaires congolais, que l'auteur de ces crimes odieux soit déféré devant la justice et qu'il réponde réellement de ces actes. Ça serait peut-être une brèche par laquelle nous-mêmes nous aurons la justice par atrocité que nous avons longtemps endurée. Oui, je vous remercie. J'ai juste une petite dernière question pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression que des questions, il y en a beaucoup. Et tout à l'heure, vous avez parlé vous avez à plusieurs reprises répété le mot infiltration
des forces de nord des militaires rwandais au sein des FARDC. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous avez des preuves comme quoi il y aurait des militaires rwandais qui auraient infiltré les forces armées de la RDC? Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves ou c'est des suppositions? Mais vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous envoyez des militaires rwandais qui sont infiltrés au sein de l'armée congolaise? Oui, il y en a. Il y a même pas, il y a même pas question de mettre des doutes. Cette infiltration n'est même pas récente, Monsieur Célestin. Elle date des années 96. Là, on a vu un certain James Kabarebe, actuel conseiller du président rwandais en matière de sécurité, être chef d'état-major de l'armée congolaise, n'est-ce pas, et à la fois de l'armée rwandaise, n'est-ce pas? Mais C'est ce qui a laissé autant. après le président Kabila père, a fini par les renvoyer chez eux au Rwanda. Oui, et ils sont revenus sous le label du RCD qui a fini par être négocié, produisant des colonels et des généraux, n'est-ce pas, qui ont été injectés dans le gouvernement congolais, dans l'armée congolaise et la police. Là, j'ai cité Taganda, par exemple, c'est un cas emblématique. Et ensuite, ils ont créé le CNDP, n'est-ce pas, qui a produit les mêmes résultats favorables à eux, comme le RCD. Et ensuite, ils ont créé le M23, qui a permis à Kabila Joseph de propulser autant d'autres généraux pendant que le M23 était au maquis. Il a trouvé un soubassement qui n'est pas correct pour promouvoir les anciens du CNDP à titre de gratification, comme quoi ils n'ont pas rejoint leurs frères qui étaient au M23. Et là, ils se comptent en termes de dizaines de généraux, plus de 38 selon les statistiques récentes, et plus de 500, voire 600 officiers supérieurs qui sont déployés stratégiquement ici à l'Est pour des fins inavouées que quiconque n'ignore, n'est-ce pas? Et au-delà de cette infiltration systématique à grande échelle, il y a la présence maintenant des vrais militaires rwandais RDF, parce que c'est là nous les considérons, c'est là qui sont au sein des FARDC, nous les considérons comme des mercenaires au service du Rwanda. Mais au-delà de ces mercenariats, le Rwanda envoie des troupes officiellement rwandaises sur le sol congolais, mais de manière officieuse, des RDF. C'est comme ça qu'on appelle l'armée rwandaise présentement, Rwanda Defense Force, qui traversent clandestinement les frontières qui sont poreuses, parce que le Rwanda et le Congo, il y a une frontière qui n'est pas naturelle. C'est le parc national de Virunga, là où on peut passer n'importe quoi. C'est le lac Kivu, là où avec les bateaux, on peut traverser. À la minute, on est sur le sol congolais, n'est-ce pas? Il y a la ville de Goma et la ville de Gisenyi qui sont juxtaposées, n'est-ce pas? Quelqu'un peut facilement sauter un enclos, il tombe sur le sol congolais sans se faire. Donc, il y a trop de facilité pour que ces troupes rwandaises arrivent sur le sol congolais. Les évidences qu'il y a, c'est quoi? C'est que depuis 2019, cette présence rwandaise est intensive sur le sol congolais et ça a beaucoup plus causé du tort au peuple congolais avec les incendies à grande échelle de villages entiers. Là, je cite par exemple à Kazarao, où en 2020, au mois d'avril, on a incendié plus de 200 maisons de civils. On a incendié des pots de vivres de paisibles citoyens. Là, c'était, il y a dernièrement, dans le groupement de Boukom, entre le mois de mai et le mois de juillet 2020, les mêmes cas s'étaient produits. Là, on a incendié systématiquement plus de 3 villages, de 4 villages, dont Rurere, Kachavu, Kibwe, n'est-ce pas, Mashiga, Kinjugu, des villages systématiquement incendiés. Donc, au même procédé que sous les FPR, sous l'AFDEL, sous les CNDP, sous les M23. Et au-delà de cette autre preuve, il y a d'autres. Notamment, que ces militaires arrivent, ils ne savent pas s'exprimer. Ils sont là, beaucoup dévoilés. Et ceux qui essaient de parler ne savent même pas s'exprimer dans aucune des langues nationales, ni le Swahili à l'Est, ni le Lingala, comme je venais de vous le dire. Et on les voit tous vraiment avec des indices clairs qui sont des militaires rwandais. Et ils ont des sites stratégiques par lesquels ils se sont toujours rabattus, auxquels ils se sont toujours rabattus, ici à l'Est. C'est notamment dans les Massissi, à un lieu qu'on appelle Mouchaki. C'est un site stratégique pour les infiltrations. Un site qu'on appelle Bouiza, dans les Rutshuru, un groupement de Bishusha. Un site qu'on appelle Burungu, là c'est dans les Massissi. Et c'est noir sur blanc que la population locale le témoigne, la société civile. En dehors de nous qui sommes rebelles,
il y a la société civile qui dénonce maintes fois. Il y a la société civile provinciale du Nord Kivu qui a toujours alerté leur entrée clandestine. Il y a les comités de société civile, des groupements, des territoires comme Nyiragongo, comme Rutshuru, qui n'ont cessé de dénoncer leur présence chaque fois qu'ils passent. Des fois, ils passent au vu et aussi de la population locale qui alerte la société civile, et la société civile alerte les autorités compétentes qui ne font rien là-dessus. Et beaucoup plus encore, dernièrement, les experts des Nations Unies ont produit un rapport dans lequel ils ont détaillé systématiquement, même les mouvements qu'ils font, les éléments d'accueil qui les reçoivent sur le sol congolais, dans lesquels on a cité un certain colonel Roussimbi Claude, un ancien du FPR, ancien de l'AFDEL, ancien du CNDP, ancien du RCD, actuellement colonel au sein des FRDC. C'est lui qui est chargé des liaisons qu'ils ont préparées d'avance. Et à Kiwanja, dans la Sabli, l'air Kazerunga, et à Binza, à un lieu appelé Kiseguro et Katuguru. Et chaque fois que la population leur demandait d'où êtes-vous venus, qui êtes-vous, ils leur disaient nous sommes les militaires du CPGL. Comme si le CPGL a des militaires sur le sol congolais. Là, ce sont des témoignages directs. Vous demandez à la population locale, à Kiwanja, ils vont vous dire nous avons connu dernièrement des militaires qui s'identifiaient comme militaires du CPGL. Or, le CPGL n'a pas de militaires sur le sol congolais. Ce rapport des Nations Unies est beaucoup plus criant, dans lequel on a cité même le général Innocent Gahizi. C'est un général au sein des FARDC, bien sûr, mais qui est mercenaire au service du Rwanda, qui était jusque-là 34e commandant adjoint de la 34e région militaire. C'est lui qui planifiait tout et il confiait la mission à Roussimbi. Roussimbi qui, à son tour, pouvait facilement collaborer avec ses frères qui sont stratégiquement déployés à l'Est, parce que si je peux vous le dire bien, l'Est de la République démocratique du Congo, notamment la 3e zone de défense, regorge à son sein uniquement, à quasi-majorité, des militaires issus du RCD, du CNDP, de l'AFDEL et même du M23, pourquoi pas. Et ce sont eux qui sont les commandants des grandes unités, depuis Bukavu ou Maniema, si je ne me trompe pas, jusque dans la province orientale. Vous en compterez, par exemple, plus de 38 officiers supérieurs, des colonels et des majors qui contrôlent les grandes unités, dont les commandements des régiments, les commandements des bataillons. Mais pourquoi ce déploiement à l'Est d'une seule tendance, des officiers d'une seule tendance? Pourtant, la sécurité a toujours été médiocre, elle ne s'est pas toujours rétablie. Ce n'est pas qu'ils sont des excellents, mais ils sont là, bien sûr, pour protéger les intérêts du Rwanda, pour créer un espace favorable au Rwanda, pour perpétuer les pillages systématiques de nos ressources. Et voilà pourquoi la sécurité à l'Est tarde à se rétablir, parce qu'on ne peut pas faire la paix avec ceux-là qui l'ont perturbé. Je vous remercie beaucoup, M. Mulumba. J'espère vraiment que vous allez revenir sur les antennes de Radio Rumuri dans quelques jours, ou dans quelques temps, parce que nous avons beaucoup d'autres questions à vous poser. Parce que tout à l'heure, par exemple, vous parliez de cette zone d'influence et ça m'a fait penser à une idée qui a récemment circulé sur ce qu'on a appelé la balkanisation de la RDC. Mais ça, on va réserver ce sujet à un autre entretien. Si vous voulez bien nous accorder, parce qu'ici, je vois que nous sommes au terme de notre émission aujourd'hui. Et si vous, vraiment vous êtes d'accord, on peut reporter d'autres questions que j'avais à l'émission qui va suivre dans quelques jours, si toujours vous êtes disponible pour revenir sur l'antenne de Radio Rumuri. Ah, merci beaucoup, monsieur Célestin. Je suis aussi très ravi que vous ayez pris ce courage de nous contacter. Et nous sommes disposés parce que c'est notre dévouement, c'est notre détermination. Nous devons aller jusqu'au bout pour que la vérité soit connue de tous et pour que cette paix que nous avons longtemps recherchée soit réellement effective. Nous resterons disposés à répondre à vos questions et à tout autre journaliste qui voudra nous contacter. Nous sommes vraiment disposés parce que nous avons fait la nôtre, cette lutte pour faire éclater la vérité et cette vérité va nous affranchir certainement et elle va libérer ce peuple longtemps meurtri de la RD Congo, mais aussi de la sous-région des Grands Lacs. Et je vous remercie donc infiniment et sincèrement de cet entretien que nous avons eu ensemble. Je vous remercie et bonne soirée chez vous.